Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être entouré d'une brochette, vous allez voir, de speakers de haut niveau. On va se régaler aujourd'hui parce qu'on va parler, parce que là aujourd'hui on se régale, on parle de cuisine. Et c'est vraiment de cuisine dont on va parler parce que évidemment l'arraché anesthésie, j'en suis persuadé, tout le monde connaît, hein, évidemment. Mais nous on va vous présenter de la manière un petit peu différente. Il y a des nouveaux ingrédients qui seront présentés par Bernard Delvaux. Nous avons aussi des nouvelles recettes, des vieilles recettes qu'on va essayer de revoir. Hein, c'est ça, hein. Exactement. Voilà, des vieilles recettes qui vont être revues par Thomas Giral. Et puis bien sûr, il nous faut un maître en cuisine là. Et là, ça c'est toi, mon Davy. Donc là, il va avoir le droit à une jolie présentation. Et en même temps, bien sûr, on aura l'utilisation d'échographies pour vous montrer un peu comment on fait. Et puis des nouveaux aides aussi à la reconnaissance pour nous aider facilement à reconnaître les sites pour l'injection de la rachianesthésie. Et puis, on a une star hein, qui doit être au bout du fil pour le moment, vous le verrez plus tard, qui est mon ami Laurent Delaunay et qui va nous traiter un sujet qui, moi, m'aura toujours perturbé. C'est pourquoi la mayonnaise, elle n'a pas pris. Hein. Pourquoi ça n'a pas marché, cette rachis, pourquoi elle n'a pas été parfaite. Et vous allez voir, il a des bonnes réponses et elles sont, c'est extra. Et puis, vous savez, on termine toujours le haut niveau par encore un peu plus de décalage grâce à la jarre. Hein. Et donc, c'est Clara Tipsit qui va nous faire une jolie présentation. Donc, je voudrais déjà, avant d'aller plus loin et avant de donner la parole à Bernard, je voudrais remercier Bibrone pour cette 34e émission. Quand même, ça commence à être joli. Hein, et qui nous soutient depuis longtemps et qui a toujours été à nos côtés dans ce développement. Et voilà, merci Bibrone pour votre soutien indéfectible. Alors, on va commencer tout de suite par donner la parole à Victor, qui va nous traiter des nouveaux ingrédients. Donc je parle effectivement des ingrédients pour faire une bonne rachianesthésie. Il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors d'abord, un petit saut dans le temps. Nous sommes à Vienne en 1884. La cocaïne existe depuis quelques dizaines d'années. Et c'est ça qu'on va utiliser en 1884 pour la première rachianesthésie. Alors il est amusant de constater que Freud, le docteur Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, c'est probablement lui qui a poussé M. Keller, un ophtalmologue, à utiliser la cocaïne dans une première rachianesthésie. Bon, c'est amusant pour l'anecdote. Maintenant, je vais faire un retour vers le futur. Évidemment, il y a eu beaucoup de molécules. Et je vais un petit peu parler des anesthésiques locaux les plus modernes. Il y a les trois stars. Je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils ont été utilisés. Et puis leur utilisation, ça viendra plus tard. D'abord, un peu de pharmacologie. Le pK, qui est synonyme qui influence le délai d'action, franchement, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ça va influencer le début de l'anesthésie. Ça va changer de 2 à 3 minutes. Franchement, dans le contexte de la rachianesthésie, ça ne nous intéresse pas. La lipopossibilité, c'est déjà plus intéressant puisque ça implique la puissance et la durée d'action. Nous verrons cela un petit peu plus tard, lesquels font quoi. Deux familles, les amides et les esters. Nous utilisons les amides, uniquement ceux-là, sauf la chloroprocaïne. C'est le seul ester que nous utilisons en pratique clinique. On verra pourquoi je parle de ça tout à l'heure. La baricité, évidemment, les molécules hyperbares ou normobares, c'est fondamental. Je citerai lesquels font quoi et je n'irai pas plus loin parce que ça sera largement développé plus tard et à ce sujet, il y aura vraiment du lourd. Juste un petit mot sur les TNS, les symptômes neurologiques transitoires. Il y en a vraiment très peu avec les produits utilisés actuellement. C'est de l'ordre de 0,5% environ. Sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Avec des molécules comme la lidocaïne ou la mépivacaïne qui sont bannies en rachianesthésie, c'est monté jusqu'à 14 ou jusqu'à 19%. Voilà. Mais bon, c'est toujours possible avec n'importe laquelle des molécules, même si ce taux est très faible. Alors évidemment, notre molécule de référence, la bupivacaïne hyperbare, elle est hyperbare comme son nom l'indique. Elle a une durée d'action dose dépendante. C'est pas une surprise et puis c'est pas non plus quelque chose qui est spécifique à la bupivacaïne hyperbare. Mais c'est intéressant de bien voir. Vous avez ici un joli dessin où vous avez les colonnes en bleu, c'est 5 mg de bupi, en orange 7,5, en gris 10 et en orange 15 mg. Vous voyez à quel point la variation de dose
oui, vous voyez à quel point la variation de dose, en fait, ici on a la régression de 2 niveaux, le temps pour que ça régresse de 2 niveaux, le délai pour avoir atteint le niveau S2, le délai pour que les patients marchent, le délai pour la première miction, et puis le délai de sortie des patients, en fait. Donc on voit à peu près tous les niveaux à quel point la variation de dose peut donner des variations indépendantes, des variations très importantes, pardon, sur la durée d'action. S'il y a une place pour parler des adjuvants, c'est maintenant. Essentiellement les opiacés, dans le cadre de la césarienne en tout cas. La dexmédetomidine peut-être pour l'avenir, mais en tout cas nous on ne l'utilise pas, on n'a pas d'expérience là-dedans, et donc on verra bien pour plus tard ce qu'il en est. La chloroprocaïne. La chloroprocaïne, c'est un nouveau venu depuis quelques années. Alors en fait, comme la bupi, ça date du milieu du siècle en fait. Première utilisation en 1951, en périnerveux. Et puis, ça a été un petit peu utilisé en rachianesthésie, et puis on s'est rendu compte que ça donnait beaucoup de TNS, les fameux TNS, vous savez, les transient neurologic symptoms, un syndrome de la queue de cheval, en fait. Et puis, c'est dans les années 80 que ça a été décrit, puis ça a été abandonné pour ça. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était l'additif. Donc, ça a été banni. Et maintenant, c'est revenu sur le marché en 2013, sans additif, et c'est formidable. C'est une molécule isobare, elle est à 1%. C'est un ester. C'est le seul ester, tous les autres sont des amides, c'est un ester. Donc élimination au niveau du plasma par des cholinestérase plasmatique. La même famille que celle qui élimine la succinylcholine. Et donc on pourrait se dire, mais est-ce qu'on pourrait avoir des rachis prolongés? Finalement, eh ben, il n'y a pas de cas, il n'y a pas vraiment de cas documentés. Juste, on a démontré on l'a un tout petit peu démontré en péridurale à peine, juste en péridurale uniquement. Il n'y a pas vraiment de documentation en rachianesthésie. Et voilà. Rule of thumb, comme disent les Anglais, une espèce de règle, qui montre un petit peu l'utilisation qu'on peut faire pour ces anesthésies, 30, 40 ou 60 mg, avec les durées. Les minutes, c'est les durées pour la chirurgie, hein, parce que c'est vraiment employé sur un plan pratique. Et pour toutes, j'ai pas mis le niveau, mais pour toutes, le niveau est au moins un niveau à T8. Peut-être plus T10, T8 pour 30 mg et T8, T6 pour les autres, évidemment. Voici un magnifique schéma qui montre vraiment la différence entre la chloroprocaïne et la bupivacaïne. Il s'agit en fait de la régression des niveaux en fonction du temps. 40 mg de chloroprocaïne versus 7,5 mg de bupivacaïne hyperbare. On voit vraiment qu'il y a une différence majeure sur la cinétique d'élimination. Cependant, ce schéma pourrait nous faire penser qu'on gagne 3 heures. Il faut vraiment tout mettre dans tout. Voici une magnifique méta-analyse qui nous montre vraiment ce qu'on peut vraiment gagner. Vous voyez, j'ai mis en couleur ce qui était important. Avec le bloc moteur, finalement, on gagne 57 minutes, 1 heure. Le bloc sensitif, c'est 140 minutes, un peu plus de 2. Et pour marcher et pour sortir, un peu plus de 80 minutes, donc 1 heure, un peu plus d'1h20. C'est pas énorme, mais c'est quand même, c'est non négligeable. C'est vraiment non négligeable. Voilà. Le nouveau encore venu, j'ai pas mis de date, mais c'est 2014. Le baritécal, donc la prilocaïne. La prilocaïne, elle est hyper bas et elle est à 2%, attention. Elle a la même puissance que la chloroprocaïne, donc 40 mg de chloroprocaïne, de chlorotécal, auront le même effet que 40 mg de baritécal, de prilocaïne. Cependant, il faudra donc 4 ml de chloroprocaïne versus 2 ml de prilocaïne. À bien garder en tête au moment d'injecter sa rachianesthésie. Durée d'action intermédiaire, effectivement. Elle est moins documentée, quand même. Franchement, il y a besoin de la chloroprocaïne est beaucoup plus documentée. On a néanmoins certaines petites choses. Voyez, ici, il y a une comparaison dans RAPM toute récente, et c'est vraiment un des papiers les plus intéressants, les plus solides, entre chloro et prilo, 40 mg de chaque. Et voyez, là, ce que j'ai mis à gauche, c'est le nombre de minutes que la prilo donne en plus par rapport à la chloroprocaïne.
plus 15 minutes pour un bloc moteur, plus 45 minutes pour un bloc sensitif, plus 60 minutes pour le temps pour uriner, et 60 minutes également pour le temps de mise à la rue, comme on dit. Voilà. Et un petit résumé. On voit vraiment qu'on a deux extrêmes. La bupivacaïne à la dose typique de 7,5 mg d'un côté et la chloroprocaïne de l'autre côté. Et puis on a vraiment la prilocaïne qui se situe entre les deux. Tant pour la durée d'action au niveau pour la chirurgie que pour la première miction et le temps de sortie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retenir? En tout cas, on va parler de situation clinique ultérieurement, mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être en retenir, c'est que la chloroprocaïne en très grosse pour les chirurgies de courte durée, 45 minutes en ambulatoire à la dose de 40 mg, typiquement 40 voire 50. La prilocaïne, c'est une chirurgie un peu plus longue, 60 à 90 minutes en ambulatoire. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de doses typiques. Je prends la chloroprocaïne, si je mets 40 mg pour avoir 40 à 45 minutes de chirurgie. Si je monte à 60 mg, je peux vraiment prolonger plus. Il s'agit de... Tout est dose dépendant pour ces molécules, pour toutes. Et puis la bupivacaïne hyperbare, typiquement pour la chirurgie en hospitalisation, c'est plus long. Et puis, alors, c'est quand même possible en ambulatoire, éventuellement à des très faibles doses pour des saddle blocks, etc. Mais ça, on va en parler plus tard. Et éventuellement à des doses un peu plus importantes, maximum 7,5 ou maximum 10 mg, mais vraiment le matin, pour qu'on ait le temps d'évaluer. Ça y est. Eh bien, merci Victor pour cette jolie présentation. Bien évidemment, j'ai quelques questions. D'abord, j'ai un certain nombre de questions qui me sont posées et qui ne seront pas traitées. Voilà, on va commencer d'emblée par ça. C'est-à-dire que tout ce qui touche anticoagulants, etc., il y a des recommandations qui ont été largement écrites. On ne va pas différer d'un iota des recommandations qui sont déjà été publiées. Donc, on ne traitera pas ce sujet-là, ainsi que les contre-indications qui sont bien connues, les états infectieux, anticoagulants, etc. Donc, on va plutôt se concentrer vraiment sur les produits, parce que moi, je trouve que ces produits ont révolutionné l'arachide depuis 5, 6, 7 ans. L'ambulatoire et l'arachide, moi, c'était quelque chose qui me faisait, qui m'inquiétait. Là, comme tu le dis dans ta présentation, très clairement, on peut maintenant faire de l'arachide en ambulatoire, même l'après-midi, même pour de la chirurgie longue. Alors, ton critère, c'est quoi? Je vais prendre du chlorotécal. C'est pour une chirurgie de courte durée? Oui. D'accord. Ou alors si le chirurgien est un peu rapide. Absolument. Il est bon d'avoir d'ailleurs le chirurgien qui se lave déjà les mains. Exactement, je voulais te dire. Il ne faut pas qu'il soit en consultation, qu'il juste termine ma consulte et je finis mon visite. Non, ça ne marche pas ça. Exactement. L'arthroscopie, par exemple, c'est typiquement une arthroscopie. On va faire du chlorotécal. Il faut que vraiment très rapide. Le chirurgien soit en train de se... Il faut qu'il soit là. Voilà, qu'il soit présent là, et que la patient... Exactement. Alors bien sûr, la prilocaïne, elle nous a amené, je dirais, question sécurité, c'est le temps. Absolument. Et l'ambulatoire aussi. Oui. Alors, ta dose que tu fais normalement pour chlorotécal, c'est 40 à 50 mg. Tu fais l'ampoule complète alors? Oui. 40 à 60, oui, presque. 40 à 50. D'accord, pour le chlorotécal. Pour le chlorotécal. Et pour la prilocaïne, pour une chirurgie d'1 heure, 1h30, 1h30 plutôt. 50 mg. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est exactement ça. Alors après, pour la prilocaïne, il y a la position du patient. La position du patient, la baricité. Bien sûr. Donc si c'est une chirurgie du bassin, une chirurgie d'un membre, du coup on peut faire une rachie latérale. Mais ça sera abordé, mais ça joue également. Alors bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter des anciennes recettes qui sont toujours d'actualité, surtout depuis l'avènement de la chirurgie ambulatoire. Alors ça fait vraiment partie de la palette du couteau suisse de l'anesthésiste. Ce sont des techniques anciennes qui ont été développées dans l'après-guerre, alors surtout outre-Atlantique. Alors par exemple la rachianesthésie en selle, la première description c'est en 1946, pour de la chirurgie périnéale et puis ensuite en obstétrique. Donc là, c'est en Louisiane. Pour la rachianesthésie unilatérale en 1950, cette fois-ci à Philadelphie, pour des chirurgies de fracture de la hanche.
et la rachianesthésie avec une mise en décubitus ventral du patient, ça a été développé dès 1955. Cette fois-ci, c'était dans le Kentucky. C'était pour de la chirurgie proctologique. Alors donc, ces différents types de rachianesthésie se basent sur le principe de baricité. Donc la baricité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un jeu. Enfin, la baricité permet un jeu avec la gravité. C'est la densité ou la masse volumique d'une substance par rapport à la densité du liquide céphalorachidien. Alors, il y a plusieurs types de produits qu'on peut utiliser. Soit le produit est hyperbar. Alors, je lance un petit film qui illustre ces différentes propriétés. Soit le produit est hyperbar, ça veut dire que sa densité est supérieure à celle du liquide céphalorachidien. Donc, on voit à gauche, il a tendance à couler, donc à se rapprocher du sol, sous l'effet de la gravité. Soit le produit est isobar, même densité que le liquide céphalorachidien. Dans ce cas-là, il y a peu d'extension par rapport au site de l'injection. Si le produit est hypobar, donc ça veut dire que la densité est inférieure à celle du LCR, dans ce cas-là, le produit monte vers le ciel. Alors, on peut utiliser, enfin, ce qui était fait anciennement, c'était de diluer une solution isobar pour obtenir, soit en y ajoutant du glucose, du G10, une solution hyperbar, soit en ajoutant de l'eau stérile pour la rendre hypobar. Mais en tout cas, il n'y a pas de solutions hypobar qui sont commercialisées en France. Donc en fait, quand on veut utiliser une solution hyperbar, on utilise soit le baritécal, soit la bupivacaïne. Les autres sont isobar. Donc grâce à ces propriétés, en fait, on va pouvoir essayer de posturer le patient pour essayer de focaliser la rachianesthésie sur certaines zones au plus proche du site chirurgical. Alors, on va commencer par la rachianesthésie unilatérale. On peut utiliser, donc, comme je viens de dire, des produits hyperbar, classiquement la bupivacaïne pour laquelle il y a le plus de publications. Alors quand on utilise 4 mg de bupivacaïne hyperbar, on peut obtenir un niveau jusqu'à T12, ce qui permet une chirurgie du genou. Lorsqu'on utilise de la bupivacaïne hyperbar 6 mg, on peut obtenir un niveau T10, ce qui permet la chirurgie de la cuisse ou de la hanche. Quand on utilise de la bupivacaïne hyperbar 8 mg, on peut atteindre un niveau T8 et assurer une chirurgie de la hernie inguinale unilatérale par abord direct. Alors en fait, ce type d'anesthésie est compatible avec une activité ambulatoire, une aptitude à la rue qui est assez précoce. Alors, la recette, on a parlé de recette, donc voici la recette de la rachianesthésie unilatérale. Alors j'ai mis 3 tocs en difficulté parce que c'est vrai que c'est une rachianesthésie qui doit être faite avec un patient en décubitus latéral, qui est toujours un petit peu plus compliqué qu'un patient assis. En plus, le reflux de LCR est moins important car la pression du LCR est moins importante, donc c'est un petit peu plus délicat. Alors, on utilise de la bupivacaïne hyperbar entre 4 et 8 mg en fonction de l'extension souhaitée. On peut associer du sufinta à toute petite dose. Alors c'est très discutable. Personnellement, j'en utilise, mais le sufinta permet d'allonger le durée d'analgésie, d'améliorer la qualité des blocs, mais au prix de certains effets indésirables, comme un petit peu de prurite ou éventuellement des nausées-vomissements. En tout cas, il n'y a pas de retard pour la sortie du patient en ambulatoire. On utilise des aiguilles de type point de crayon, 25 ou 27 gauges. Un patient qui va être placé en décubitus latéral, le côté à opérer vers le bas. Donc le rachis bien fléchi au maximum. Le site de ponction sera en L3, L4 ou en L4, L5. L'œillet de l'extrémité, l'œillet de l'aiguille doit être positionné vers le bas pour que le produit parte vers le bas. Lors de l'injection, il ne faut pas effectuer de barbotage, donc pas de reflux de LCR parce qu'il y a un risque de dilution du produit hyperbar et donc de perdre cette caractéristique. Et il faut injecter tout doucement pour éviter de générer un flux turbulent. Le flux turbulent en fait provoque un éparpillement du produit d'anesthésie un peu dans tous les sens et qui se dilue beaucoup plus rapidement dans le LCR et donc qui permet de moins couler après l'injection.
Donc on peut remplacer la bupivacaïne par de la prilocaïne entre 20 et 40 mg. Il faut aussi être vigilant à la quantité de remplissage vasculaire, puisque le but étant de plutôt traiter une hypotension avec des vasoconstricteurs et pas trop avec du remplissage, dans l'arrière-pensée d'éviter le risque de rétention aiguë d'urine. Alors au total, pour l'arrachianesthésie unilatérale, c'est une technique très intéressante, parce qu'elle permet de diminuer l'instabilité hémodynamique du fait d'un bloc sympathique moins important. Elle permet de diminuer le risque de rétention aiguë d'urine vu qu'on anesthésie qu'une hémivessie. Il faut savoir que cette technique n'est pas d'une fiabilité à 100%. Il y a dans 30 à 40% des cas environ, ce n'est pas une rachie unilatérale stricte, mais on gagne quand même au niveau hémodynamique et au niveau de la rétention aiguë d'urine. Donc passons ensuite à la rachianesthésie en selle ou saddle block. Cette technique utilise aussi les propriétés hyperbares des différents produits d'anesthésie. Donc on a beaucoup plus d'études pour la bupivacaïne entre 2,5 et 5 mg. On peut aussi utiliser le baritécal entre 10 et 20 mg. Ce sont des toutes petites doses. Ce type d'anesthésie permet une chirurgie ambulatoire avec une aptitude à la rue qui est très courte. Alors, au niveau de l'extension, donc il y a des variabilités dans les études. Ça peut aller de S3 au minimum jusqu'à S1 au maximum, lorsque le saddle block est réussi. Alors c'est pour ça qu'on parle d'anesthésie en selle, parce que ça correspond au territoire en gros qu'on anesthésie. Alors en fonction de l'extension, ça peut être une selle de vélo ou une selle de cheval au choix. Alors la recette de cette technique, donc un grand taux de succès. En général dans les séries, il y a de 1 à 2% de taux d'échec. On utilise de la bupivacaïne hyperbare moi j'utilise 4 mg associé à 1 gamma de sulfata. Le patient est en position assise. On effectue la ponction entre L4 et L5 ou entre L5 et S1, le plus bas possible, avec l'œillet de l'aiguille vers le bas. On injecte doucement, sans barbotage, et on laisse le patient assis pendant 5 minutes après l'injection. On peut remplacer la prilocaïne. On peut remplacer donc le baritécal. Non, pardon. On peut remplacer la bupivacaïne par de la prilocaïne. Moi, j'utilise 0,8 ml, donc 16 mg. Alors ensuite, est-ce qu'on peut positionner un patient qui a une rachianesthésie en décubitus ventral? Donc c'est vrai que classiquement, beaucoup d'anesthésistes sont assez frileux pour ceci. Pourquoi? Quand on est en décubitus dorsal, alors si on effectue une injection d'un produit hyperbare en L3, L4, on va avoir une diffusion qui va être à la fois céphalique et caudale, suivant la gravité, en suivant la lordose lombaire. Quand on met un patient en décubitus ventral, alors oui, juste, la courbure, en fait, la syphose thoracique permet d'éviter l'extension trop céphalique de cette injection. Lorsque on met le patient en décubitus ventral, qu'on injecte au même endroit, en L3, L4, on a une diffusion qui reste cantonné à la lordose lombaire quand on utilise des faibles doses, mais par contre, quand on utilise de fortes doses, de plus fortes doses, on a un risque d'extension très céphalique, avec un risque de bloc sympathique étendu, donc avec une instabilité hémodynamique, ou un risque respiratoire important, d'autant plus que ce risque, qu'un problème respiratoire peut être difficile à gérer, car le patient est en décubitus ventral. Alors, nos solutions. Première stratégie, c'est d'utiliser un produit hyperbare faible dose, la bupivacaïne entre 5 et 7,5 mg, ou la prilocaïne 20 à 30 mg, qui donne une extension allant de S1 jusqu'à L1, avec des caractéristiques qui sont très favorables pour l'ambulatoire. Et la deuxième stratégie, qui est moins documentée dans la littérature, mais qu'on utilise régulièrement ici à Quincy, c'est d'utiliser de la chloroprocaïne isobare. En effet, on a vu que l'extension d'un produit isobare est moins important et il y a peu de risques de répercussions respiratoires ou hémodynamiques importantes, avec des caractéristiques tout à fait favorables pour l'ambulatoire.
encore meilleur que la bupivacaïne ou la préilocaïne. Tu nous mets en évidence notamment le saddle block, des vieilles recettes que nous on utilise effectivement depuis longtemps, et je suis assez étonné, mais globalement peut-être parce que c'est réservé à une chirurgie proctologique, c'est pas enseigné partout, donc il y a pas mal de gens qui ne la connaissent pas. Moi, ce que j'ai toujours trouvé formidable cette technique, c'est cette stabilité hémodynamique, quoi, clairement. Alors ça c'est incroyable. On fait jamais de catécholamine quand on fait un saddle block. Jamais. J'en ai jamais fait arrivé. et t'en as jamais fait. Non. Voilà. Le Sulfata, tu penses que c'est pour justement comme c'est de la proctologie, si le chirurgien n'a pas infiltré, tu penses que ça peut aider la levée du bloc ou l'analgésie, c'est ça? Le Sulfata, ça permet de prolonger l'analgésie. Ça va modifier ou pas le côté hyperbare, le fait de mettre Alors, un CC? Un tout petit peu, c'est des doses peine. extrêmement faibles parce Ouais, que là, c'est ça. je mets un gamma. D'accord. Donc oui, forcément, ça diminue un petit peu la baricité. Voilà. Le deuxième point, c'est combien de temps tu les laisses assis? Parce que ça, c'est le secret de la réussite. Il faut descendre vraiment que le produit aille écraser les racines sacrées, quoi. Dans les études, c'est entre 5 et 10 minutes. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre simplement 5 minutes. Tu mets 5 minutes. Et j'ai plutôt 10, mais bon, voilà. Chacun ses habitudes. Mais ça marche, entre 5 et 10. Entre 5 et 10 minutes. Bonne recette, celle-là, quand même. Hein. Excellente. Bon, le deuxième, alors là, je l'adore parce que moi, c'était pas du tout. Moi, j'avais un stress sur le DV, vraisemblablement parce que j'ai utilisé des produits hyperbares et vraisemblablement parce que j'ai déjà eu une jolie ascension. C'est-à-dire vraiment, c'était monté très haut. Et là, ce que tu montres bien, c'est qu'il vaut mieux en fait utiliser un produit normobar. Ouais. Clairement. Ou pas. Ou alors des faibles doses de produits. C'est ça. Faible dose ou un produit. Exactement. Alors là, moi, j'ai pas parlé du tout. Il y a tout un pan de la littérature sur la rachianesthésie en DV pour la chirurgie rachidienne, pour la chirurgie rachidienne. Mais c'est vrai qu'on a peu. Moi, j'ai pas du tout l'expérience et avec des doses qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on a utilisées là. On ne parle que de ce que l'on fait. Exactement. Voilà. Donc effectivement, la rachie unilatérale, pourquoi elle prend pas? Est-ce que c'est parce que c'est, comme tu l'as marqué, 3 tocs? C'est pas facile à faire. Mettre le patient sur le côté, notamment dans les fractures, c'est pas toujours facile non plus. Est-ce que c'est un peu la raison pour laquelle tu trouves que il faut attendre 10 minutes aussi, ce qui fait que le chirurgien souvent il tourne autour, etc. Donc c'est toujours. C'est le problème. Mais après, je pense que pour les patients fragiles, notamment par exemple pour les fractures du col, c'est vraiment intéressant. Et puis en fait, à chaque fois qu'on veut faire une rachianesthésie pour un membre, par exemple, on peut essayer de posturer un petit peu. Ça sera toujours intéressant pour la stabilité hémodynamique et pour les rétentions aiguës d'urine. Donc mon topo s'intitule Échographie du rachis, principe de l'écho-opérage. Plus précisément l'échographie pré-procédurale avant une anesthésie neuraxiale au niveau lombaire. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour faire ce type d'écho-opérage, il faut utiliser des sondes abdominales, des sondes basse fréquence, puisqu'on travaille en général à 8-9 cm. La deuxième chose à savoir, c'est que 2 coupes vous permettront de bien faire votre opérage. La première, c'est la coupe parasagittale oblique, qui permet en fait d'évaluer votre niveau vertébral. Et la deuxième coupe, c'est la coupe transversale. Elle donne des informations très importantes, puisque vous aurez, grâce à cette coupe, le point de ponction, la profondeur de votre espace péridural, mais également l'orientation de l'aiguille. Donc, la voie parasitale oblique, vous avez ici les deux images échographiques vous montrant que vous n'êtes pas au bon endroit. L'image de gauche représente une image au niveau des apophyses transverses, avec des lignes blanches hyperéchogènes, le cône long postérieur. Et entre chaque transverse, vous avez la structure musculaire, le muscle psoas en avant, qui signe donc sur cette fenêtre acoustique le mauvais positionnement. Sur l'image de droite, vous avez une image qui est continue, une ligne hyperéchogène continue, bosselée, ne laissant aucune fenêtre acoustique. Et dans ce cas-là, vous êtes sur la ligne des apophyses articulaires. Dans les deux cas, votre sonde n'est pas suffisamment oblique. Il faudra donner, comme sur l'image de droite, davantage d'angulation à votre sonde, davantage d'inclinaison, afin d'obtenir une véritable image parasagittale oblique avec, comme point de repère, la ligne sacrée. La ligne sacrée, c'est facile à déterminer. Elle est beaucoup plus étendue que les lames vertébrales. Elle se distingue assez facilement. On y voit sur cette image donc cette ligne sacrée, une fenêtre acoustique correspondant à la jonction L5-S1, et la première lame, celle de L5. Vous noterez dans la fenêtre acoustique une ligne icogène qui rase
la lame de L5 et qui correspond à la dure-mère postérieure. Une fois le sacrum déterminé, vous allez pouvoir décompter vos vertèbres, réaliser une ascension de votre sonde en direction céphalique. Et dans ce cas-là, vous allez voir ce type d'image, c'est-à-dire une alternance entre les lames vertébrales et des fenêtres acoustiques. Ces fenêtres acoustiques permettent toujours de déterminer la ligne de la dure-mère postérieure. Et vous allez pouvoir ainsi décompter votre niveau vertébral jusqu'au niveau souhaité. Dès que le niveau est atteint, vous allez centrer votre sonde sur le niveau souhaité, réaliser un mouvement de rotation à 80 degrés, suivi d'une translation vers la ligne médiane. Et la première image que vous allez obtenir, c'est une image transépineuse, comme celle-ci. On sait que c'est une apophyse, c'est l'apophyse transépineuse puisque vous avez le cône postérieur. Cette apophyse épineuse va se continuer en dehors par les lames lombaires, avec également le cône postérieur. Il faudra dans ce cas-là réaliser une angulation en haut et en avant, et un léger glissement vers le bas, afin de libérer l'espace interépineux. Donc vous avez vu, l'apophyse épineuse disparaît, les lames vont laisser place aux apophyses articulaires. Ces apophyses articulaires vont continuer vers la ligne médiane, sous la forme d'une ligne hyperéchogène, correspondant en fait au complexe postérieur. Ce complexe postérieur, c'est en fait l'impossibilité pour l'appareil d'échographie de dédifférencier la ligne du ligament jaune de la ligne dumérienne. L'homologue du complexe postérieur, évidemment, vous avez le complexe antérieur, situé à environ 1 cm, correspondant également à la fusion entre la dure-mère antérieure et le corps vertébral. En dehors de ces apophyses articulaires, vous avez les apophyses transverses. Ce type d'image a été qualifié par beaucoup d'auteurs de signe de la chauve-souris. En effet, les oreilles de votre chauve-souris correspondent aux apophyses articulaires. Le sommet de la tête correspond au complexe postérieur. Et en dehors des apophyses articulaires, vous avez les ailes de votre chauve-souris. Une fois votre bas de signe identifié, vous allez pouvoir réaliser un marquage au niveau de votre patiente à l'aide de 2 droites perpendiculaires passant par le milieu de chacun des côtés de la sonde. Le croisement de ces 2 droites vous donnera le point de ponction. L'orientation de la sonde vous donnera l'orientation de votre aiguille. Et vous avez au préalable, évidemment, mesuré la profondeur de votre espace péridural. Alors, est-ce que ça marche ? Plutôt bien. Je vous ai simplement repris une méta-analyse de l'équipe de Perlas à partir de 31 études. Cette méta-analyse a tiré 3 conclusions. La première, c'est que l'échographie est plus performante dans la définition, dans la détermination du niveau lombaire par rapport aux repères de surface. La deuxième, c'est que l'échographie vous donne une très bonne estimation de la profondeur de votre espace péridural. Et enfin, chez les patients chez qui les repères de surface sont difficiles, les obèses, les scolioses ou les antécédents de chirurgie du rachis, l'écho-repérage permet de diminuer le risque d'échec. Alors dans la littérature, vous allez retrouver plein de signes, le signe du trident, le signe du chameau, le signe de la scie, le signe du cheval. Vous ai mis en bas la référence d'un excellent article de l'équipe de Kitchin de 2011. Pour les fans de sonatomie du rachis, vous pouvez vous y référer afin de retrouver ces différents signes. Mais à mon sens, ils ne sont pas indispensables pour un écho-repérage. Rapidement, avant que tu passes et que tu t'installes, est-ce que c'est... quel est pour toi le temps d'acquisition pour obtenir ces belles images-là ? Une dizaine d'acquisitions à froid est largement suffisant pour bien se familiariser avec la sonatomie. Oui. Donc c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. Voilà, d'ailleurs tu vas nous le montrer en Voilà. direct. On a une mannequin très sympa. Très sympa, qui a la particularité d'avoir une petite scoliose vers la gauche, on va le voir tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première étape c'est de réaliser une coupe parasagittale oblique. Vous posez votre sonde au niveau de la ligne médiane et vous allez rechercher votre ligne sacrée. La ligne sacrée, vous voyez très bien qu'elle se distingue des lames vertébrales.
elle est beaucoup plus allongée, beaucoup plus longue. On le voit ici. Voilà. C'est ça que tu cherches. Voilà. Donc ça vous permettra de décompter votre niveau vertébral. On remarque sur cette coupe, sur la jonction L5S1, une ligne hyperéchogène qui vient raser la lame de L5. Plus à droite, plus à droite. Oh, oh, ouais, voilà. Et qui correspond en fait au complexe postérieur, donc cette fusion entre le ligament jaune et votre durmère. On est chez sur ce modèle à environ 4 cm. Et vous avez donc la jonction L5S1. On remonte. Vous avez la lame de L4 sous la flèche. Puis la lame de L3 Là, qui ici. vient juste là. D'accord. On va se centrer sur L3, L4. Toi, tu travailles surtout sur L3 L4 avec les Je corps travaille surtout sur L3, L4, oui. La raison, c'est parce que tu as c'est plus facile, c'est un peu. Non, non, c'est juste le niveau habituel réalisé chez Pour les une patients rachis. qui n'ont pas eu d'échographie au préalable. Voilà. C'est une très bonne Et ça- hauteur niveau vertébral pour que ce soit la péridurale ou la rachis dans le D'accord. contexte obstétrical. Donc ça répond plus à la question qu'on nous a posée précédemment. Parfait. Donc vous êtes au niveau de L3, L4, en parasagittal oblique. On va réaliser une rotation à 4 degrés, une translation médiale. Vous allez atterrir sur l'épineuse. Ah oui, c'est Et vous voyez bien que l'épineuse n'est pas bien centrée sur l'image du fait de la scoliose. On va se réorienter pour essayer d'aligner votre image Ah, sur c'est l'écran. excellent. Excellent. D'accord. On va réaliser un glissement et une inclinaison de la sonde afin de déterminer, de rechercher votre image du Batman. Ah, c'est les espèces de petites. Voilà. C'est Là, ça, on, là. on a les apophyses articulaires qui sont les oreilles de votre chauve-souris. Donc je fais un marquage. Oh, il en fout partout sur la sonde, hein, en plus. Hein. Ah, il est tellement sympa. Et vous voyez l'orientation, comme on ne le répétera jamais assez, quand vous avez une scoliose, l'orientation de l'aiguille se fera vers le côté de la convexité, vers le dehors. Donc là, hop, tu te mets là, et Voilà. tu sais que tu dois aller dans l'axe du point que tu as mis au-dessus, en fait. Voilà. Au croisement des deux lignes. droites. Tu vas Alors, avoir chez les pendant- patients qui ont des repères de surface très compliqués, notamment les patients obèses, je l'utilise en premier abord. Chez les patients qui ont une scoliose, effectivement, ça nous est tous arrivé d'avoir des ponctions très difficiles, donc je l'utilise également. Effectivement, chez la patiente obèse qui a une scoliose, c'est une indication, à mon sens, qui en 2020 doit être quasiment systématique. D'accord. C'est quelque chose que tu préconises absolument Voilà, oui. chez le patient Oui, obèse, oui. parce qu'on sait que, comme tu l'as montré dans ta présentation, on a un taux de succès qui n'a rien à voir. On baisse Voilà. les échecs. quoi. On baisse les échecs et D'accord. l'association des terrains à risque, obésité, scoliose, chirurgie du rachis, pardon. Alors, C'est une très bonne indication. Tu es honnête avec moi, tu l'emmènes cette grosse machine, là on peut voir une photo là. Il emmène cette grosse machine à 3h du matin, Évidemment, chez la dame de 120 kilos. Est-ce qu'il se moquerait pas un peu de nous? évidemment, cette grosse machine n'est pas très adaptée pour Non, parce que pour moi, le contexte moi j'ai obstétrical. pas le moral, hein, je vous le dis tout de suite. hein. J'ai un coup de faiblesse, moi, à 3h Non, du non, matin. ce que l'on peut utiliser par contre, c'est des instruments portatifs, notamment la Curo, qui est effectivement une très bonne aide pour l'écho-repérage. D'ailleurs, c'est un appareil qui est dédié, qui est portatif, qui est sur batterie. On se met sur ligne médiane et l'appareil nous dit d'aller sur la gauche. Donc ça tombe bien, la patiente, notre mannequin a une petite scoliose à gauche. On va sur le côté gauche. Il te le dit parce qu'il il voit que si tu es médian Il- ou pas, il te donne. Voilà, il analyse Ah, grâce au c'est fantôme. extraordinaire, ça. Il te donne la bonne orientation, simplement en alignant votre faisceau d'ultrasons avec votre patiente. Alors ça c'est sûr, ça se transforme plus facilement quand même. hein. Ça se rendra plus facilement. Mais on fait que D'ailleurs, ça. avec. on retrouve quasiment les mêmes repères que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dès que vous avez atteint votre cible, Ah oui, il dessine en fait le corps. hein. avec le fantôme, ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, exact. Dès que votre repère est pris, vous allez réaliser un marquage avec un embout qui est prémonté. J'appuie un petit peu fort. hein. Hop. Et vous allez ainsi avoir un marquage de votre point de ponction, correspondant cette fois-ci au croisement des deux segments, et qui correspond à peu de choses près à l'écho-repérage qu'on avait avec la grosse machine. Donc clairement, pour des gens qui en font beaucoup, qui ont besoin
de faire de l'éco-repérage chez des patients obèses, clairement, ce genre d'engin. En tout cas, rend de vrais services, rend de vrais services. surtout à 3 heures du matin. Surtout à 3 heures du matin, plutôt que d'aller commencer à transporter la grosse machine. Ben, écoute, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Laurent Delaunay. Je vais mettre un petit casque là maintenant. Et donc, Laurent Delaunay qui nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Luc, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc ça manquait à mon tableau. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Puis on se connaît depuis longtemps. Hein. Alors, dans cette présentation, je me suis surtout axé sur l'échec de ton et au défaut d'extension ou de attendez, excusez-moi, juste un truc, voilà, ou à la durée insuffisante. Les complications sont un sujet à part. Je me fais une fois ou deux dans la présentation. Vous pouvez voir que dans cette étude, vous pouvez voir que dans 30% des cas, la première tentative n'a pas été la bonne. On est bien content d'avoir fait une locale, ce que je fais systématiquement, enfin surtout le patient, mais ça on pourra peut-être en discuter après. Bon, sinon, toujours dans cette étude, vous voyez des éléments associés à plusieurs tentatives. Il y a bien sûr la difficulté à prendre des repères comme l'obésité, mais également le positionnement correct du patient, et bien sûr, heureusement, et c'est plutôt rassurant, l'expérience de l'opérateur. Alors, à propos du positionnement, dans cette étude qui date de 2010, les auteurs ont comparé la ponction en position assise versus le décubitus latéral. Vous pouvez constater que le taux de succès est identique entre les deux groupes, comme le nombre de ponctions, mais par contre, il y a 40 à 50% de paresthésie en plus dans le groupe décubitus latéral, et ça, que ce soit avec une ponction ou plusieurs. Je n'ai pas d'explication évidente, mais probablement c'est dû à des difficultés de repérage, d'où encore une fois les ultrasons qui sont vraiment quelque chose d'incontournable, comme ça vous a été expliqué. Quoi qu'il en soit, toutes les études qui se sont intéressées aux applications neurologiques après Rachid, le livre roi des sols ou celle de la Mayo Clinic de Thérèse Horlocker montrent que dans le groupe ayant eu des complications neurologiques, il y a toujours plus de paresthésie lors de la ponction. En fait, quand on fait de l'échomédulaire, on s'aperçoit assez rapidement que ça ne change pas grand-chose à la visualisation de l'espace intratécal, bien sûr, c'est en hyperextension. Par contre, il y a un intérêt à la position penchée, car dans cette position, on va mettre en tension les racines, ce qui va les faire se déplacer vers l'avant, et ainsi, le CR se retrouve en postérieur et crée une zone tampon, ce qui réduit le risque de contact de l'aiguille avec les racines lors de la ponction. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il ne faut pas pénétrer comme un bourrin dans l'espace. Il est indispensable d'avancer doucement, en sentant, plutôt ressentant, le passage des différents plans. Alors, concernant la ponction proprement dite, de temps en temps, on peut avoir un très joli dos comme celui-là, mais c'est pas toujours le cas. De temps en temps, on a ça, ou alors ça, ou ce type de problème. Là aussi, encore une fois, et j'espère qu'on va vous convaincre de ça ce soir, les ultrasons sont très, très, très utiles, pour pas dire plus, et je pense que ça devrait faire partie des recommandations. En effet, déjà concernant le repérage du bon niveau de ponction, l'échographie nous montre que nous avons tous tendance à piquer trop haut. Ce qui a été confirmé par plusieurs études, par exemple une qui a été faite sur les patients qui allaient voir une IRM. Ils ont demandé à des anesthésistes de choisir un espace et de noter après palpation. Ils ont vérifié avec l'IRM ensuite. Si on prend l'espace L3, L4 que je vous encadrais en rouge, une majorité était au-dessus, comme vous pouvez le voir, et certains l'avaient même situé au niveau du cône terminal. Et encore, c'était des anesthésistes expérimentés dans cette histoire. Donc le bon niveau, mais également, ça a très bien été montré par Davy, la fenêtre, exactement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été très bien expliqué, mais je voudrais là formuler une loi qui sera à méditer, qui pour moi est fondamentale. Si les ultrasons ne passent pas, l'aiguille ne va pas passer, et inversement. Et ça, je pense qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. Vous acharnez pas, si vous ne voyez pas la fenêtre, ce n'est pas la peine d'insister, l'aiguille ne passera pas. Retenez qu'il y a une courbe d'apprentissage, ça c'est vraiment important parce que habituellement quand on vous fait les tableaux sur l'échographie, on vous montre les belles images comme vous avez eues, mais vous voyez, c'est pas toujours le cas comme je vous ai montré sur cette image. Là, vous voyez, c'est une dame un peu âgée avec une scoliose. Et il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir repérer. Et donc, il y a une vraie courbe d'apprentissage. Et c'est pas sur ce type de patient vous allez vous entraîner. Il est fondamental avant d'en avoir fait régulièrement sur des patients qui étaient relativement simples, avant de s'attaquer à une chose qui sont les scolioses qu'on vous a présentées. Et là, je vous montre une scoliose historique. Mais je vais vous montrer, vous voyez, une fois qu'on a pris la rotation, ça va apparaître. Et vous avez que la sonde vous a parfaitement indiqué la direction de l'aiguille. Et si vous approchez, vous pouvez voir la petite goutte de LCR qui coule.
Alors, comment on fait en pratique? On l'a un peu évoqué précédemment. Moi, ce que je fais, c'est quand j'ai des scolioses de ce type-là, je prends un repère. En général, je demande à ce qu'on me place le pied à perf dans la direction qu'a m'a indiqué la sonde et après, je pique en utilisant cette direction. Bref, même si vous ne l'utilisez pas systématiquement, on doit pouvoir en 2021 être capable d'utiliser les ultrasons dans cette indication. Il faut le faire régulièrement. Et maintenant, on a ce type d'appareil. Donc, on vous a montré tout à l'heure celui de gauche. Moi, maintenant, j'ai celui de droite. Vous voyez que j'ai systématiquement avec moi, qui en plus me permet de faire d'échographie dans point of care, dans différentes situations. Donc, je pense qu'on va aller vers ce genre de système et normalement, on peut systématiquement vérifier, même sur un dos qui semble facile, parce que ça peut arriver que même sur quelque chose, on pique plusieurs fois parce qu'on a du mal à trouver la. Alors, on a eu du ELCR, on est bien content. Mais on injecte et l'anesthésie est insuffisante, ou le patient a mal, ou là, l'arachide va se lever trop tôt. Dans cette revue, qui j'aimerais bien puisse apparaître, les auteurs ont recensé tout ce qui pouvait interférer ou modifier la diffusion de l'anesthésie locale dans l'espace intratécal. Pour faire simple, on va considérer que les éléments que l'on peut contrôler, ceux dont on pourra tenir compte, et enfin ceux dont on n'a strictement aucune idée. Alors en vert, ceux que l'on peut contrôler. On ne va pas forcément tout voir. Par exemple, pour le niveau d'injection, l'effet existe, mais finalement modeste. D'abord parce que le choix de l'étage est souvent limité entre 2 ou 3, comme on vous l'avait dit. Et puis c'est essentiellement pour les solutions isobars où cela va jouer un rôle. On va quand même parler de la dose, de la baricité, de la position et également de quelque chose qui est la direction du biseau qui va aussi apparaître avec un petit peu de temps. Là aussi, c'est surtout avec les solutions isobars, mais vous voyez que vous pouvez avoir une différence qui est en moyenne de 3 métamères selon la direction du biseau, avec une anesthésie qui pourra soit ne pas remonter assez haut, soit au contraire avec un risque d'hypotension plus important. Alors la dose ça a été évoqué, parlé, vraiment, là je pense que tout le monde est d'accord, c'est certainement et indéniablement l'élément le plus important. Mais quand même, je serais bien intéressé de savoir combien adaptent leur dose pour un produit donné selon la chirurgie ou le patient. Je vous ai regroupé sur ce schéma, à partir des données de la littérature, les doses pour un produit donné, les doses en fonction du produit et de la dose injectée. Alors, on va s'intéresser peut-être au plus utilisé, qui est la bupivacaïne. Pour la bupivacaïne, il y a 3 paliers à connaître. D'abord, les doses au-delà de 10 mg, pour lesquelles vous allez avoir des durées imprévisibles, parfois très longues, et surtout beaucoup d'effets secondaires, notamment hémodynamiques, et surtout chez les plus fragiles. Pour ma part, je ne dépasse qu'exceptionnellement la dose de 10 mg. Les doses entre 7 et 10 mg, qui sont un bon rapport qualité-prix, moins d'effets hémodynamiques, mais malheureusement avec des durées imprévisibles qui limitent l'intérêt en ambulatoire. Et enfin, les doses entre 5 et 6 mg qui sont compatibles avec l'ambulatoire, mais qui voient augmenter de façon drastique le risque d'échec. On peut pallier à cela en utilisant le décubitus latéral, on en reparlera, on en a déjà parlé, ou en l'associant à des morphiniques liposolubles. Pour l'ambulatoire, maintenant on l'utilise beaucoup, comme vous l'avez dit, chloroprocaïne et prilocaïne. Concernant la baricité, pour rappel très rapidement, ça a très bien été expliqué, la baricité de la densité de la solution injectée par rapport à celle du SLR à une température donnée. Les solutions hyperbares, comme sur le dessin, vont diffuser de chaque côté, on vous l'a expliqué. Les solutions isobars restent globalement à l'endroit où on les injecte. De fait, l'anesthésie est moins étendue, mais elle va durer plus longtemps. En fait, ça, c'est un peu la baricité, elle est pour les nuls, celle qui est subie et qui a un intérêt finalement assez anecdotique. Plus intéressant est la baricité maîtrisée, pour laquelle on va choisir un produit et on va jouer sur la position du patient, comme ça vous a été expliqué précédemment. Alors, on va passer très vite. Le décubitus latéral et le saddle block, ça a très bien été présenté. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça a été présenté par Thomas. Par contre, quand vous avez injecté, juste une petite précision, si vous devez injecter un opioïde liposoluble pour ne pas réduire la baricité, vous utilisez 2 seringues. Vous faites une première injection de l'opioïde, puis l'anesthésie locale. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas modifier sa baricité. Alors, encore plus fort, la prothèse de hanche en décubitus latéral, cette fois avec de la bupivacaïne isobare. Vous faites l'arachide directement dans la position pour la chirurgie, biseau vers le haut bien sûr, et on fait l'écho-repérage, et toujours plus fort, une fracture du col chez un patient âgé très fragile. Très élégamment, vous avez fait un bloc fémoral pour l'analgésie qui va vous permettre de positionner le patient, et là, pof, vous vous dites pas de rachis car il a un rack serré. Eh bien si, vous pouvez faire une rachis, et là, ça va apparaître. Il faut remercier l'équipe de Montpellier et notamment de Philippe Biboulet pour cette très belle étude qui montre, dans ce cas-là, vous allez mettre un cathéter et faire la meilleure anesthésie possible pour ce patient.
En titrant, vous allez faire l'intervention avec 2 ou 5 mg de bupivacaïne avec une parfaite stabilité hémodynamique et de la bupivacaïne isobare. Et vous pouvez faire encore plus fort. Alors, juste pour vous dire comment on fait la marcaïne isobare, hypobare, ben vous la chauffez. C'est-à-dire le temps d'installer le patient, vous mettez votre marcaïne dans le Berger et vous allez la rendre hypobare et vous allez pouvoir encore réduire les doses et faire de la chirurgie avec des doses encore plus faibles. Alors, je vous ai parlé il y a les éléments pour lesquels on ne peut rien faire, mais dont on peut tenir compte. Parce qu'on peut, attention dans les rachis périséquentiels, de ne pas injecter trop rapidement en péridurale après la rachis, car un risque important d'extension brutale de l'anesthésie, lié surtout à un effet mécanique. Bien sûr, les caractéristiques des patients, et notamment la taille, sont importantes à considérer. Et puis, il y a un élément qui est souvent sous-estimé, c'est le volume du LCR, et particulièrement du sac dural. Le volume dural est un élément important. Il existe de larges variations voilà, ici, il existe de larges variations interindividuelles de plus ou moins 25% avec l'âge, pendant la grossesse et chez l'obèse. Il a bien été montré que l'extension et la durée du bloc sensitif sont corrélées négativement avec le volume du LCR. J'ai placé ça dans les éléments dont on peut tenir compte. Ça, c'est vrai pour la taille du patient, l'âge ou s'il s'agit d'une femme enceinte ou d'un patient obèse. Et vous pouvez voir sur le dessin du bas, il y a une variété anatomique. Alors, dans cette étude qui va apparaître, les auteurs se sont intéressés aux échecs de rachis et plus particulièrement aux 20 échecs qui n'étaient pas un échec de ponction. Ils ont refait une deuxième rachis pour réinjecter, mais avant, ils ont prélevé du LCR pour effectuer les dosages. En pointillé, donc ça va apparaître, vous avez la concentration théorique d'efficacité. Vous pouvez constater que pour beaucoup de patients, il y a, vous voyez en pointillé donc, le seuil, et pour beaucoup de patients, on est au-dessus du seuil, et même très au-dessus pour un patient. Bref, les auteurs concluaient que seuls des problèmes de diffusion de l'anesthésique locale pouvaient expliquer ce genre de problème. Donc, il y a différentes... Alors, est-ce qu'il existe des flux du LCR qu'on ne connaît pas? Probablement, de la cinétique de flux qui sont complètement inconnus, dont on n'a aucune notion. Et puis également, des structures fibreuses qui cloisonnent plus ou moins l'espace intratécal et pour également expliquer ces résultats, et notamment les échecs partiels. Enfin, qui n'a jamais eu le cas après une ponction rapide, avec un beau reflux de LCR, on injecte et il ne se passe rien. Dans ce cas-là, il faut suspecter un kyste de Tarlov, dont l'incidence serait de 5 à 9% dans la population générale adulte. Anatomiquement, ce sont des dilatations méningées contenant du LCR, mais situées hors de l'espace sous-arachnoïdien. On a un reflux de LCR, mais l'injection ne va pas diffuser et il n'y aura aucune anesthésie. Pour certains, c'est un argument pour proposer une IRM à ces patients. Alors, j'espère vous avoir convaincu que la rachianesthésie est un vrai geste médical et pas une simple ponction lombaire qu'on aurait tort de banaliser. La procédure doit être rigoureuse tant dans la réalisation de la ponction que dans le choix de l'anesthésique locale. Il faut utiliser la plus petite dose efficace et ne pas sous-estimer les effets secondaires dont on n'a pas parlé mais qui sont importants, notamment hémodynamiques et particulièrement chez les sujets âgés et fragiles. Et bien avoir conscience que l'échec est inéluctable compte tenu de tous les éléments qui interviennent et dont on ne maîtrise pas un certain nombre. Et cet échec, il est connu. Et on le retrouve dans toutes les séries. Il se situe entre 3, vous voyez, pour l'étude de Régis Fusier, jusqu'à 10%. Alors, pour terminer, j'ai juste 2 petites photos, juste pour le fun, que je vais appeler tout de suite pour pas trop patienter. À gauche, c'est des photos qu'on voit un Bertrand Fabre qui a photographié plusieurs aiguilles disponibles sur le marché. Alors, on n'a pas de littérature là-dessus. Mais personnellement, si je dois avoir une aiguille qui rentre dans mon dos, je ne sais pas pourquoi, mais je préférerais celle du bas, quoi. Donc clairement, toutes les aiguilles ne sont pas identiques et c'est vrai qu'on ne s'est jamais pensé là-dessus, mais c'est peut-être une question à se poser. De l'autre côté, c'était juste pour vous montrer que même avec des aiguilles, point de crayon, il faut rester prudent, y aller doucement parce qu'elles peuvent traverser, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles peuvent traverser tout à fait une racine nerveuse. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec l'AJAR, on a décidé de vous parler de la place de la noradrénaline au cours de la rachianesthésie pour césarienne programmée, qui est en fait de plus en plus utilisée dans cette indication en obstétrique. Alors, avant de présenter quelques études récentes sur le sujet, juste 2-3 mots d'introduction. Aujourd'hui, c'est important de savoir que selon la plupart des études, 60% des femmes enceintes qui ont une césarienne sous rachianesthésie et chez qui on n'administre aucune drogue vasopressive feront au moins un épisode d'hypotension. Or, on sait bien que pour avoir des conditions de sécurité optimales pour la femme enceinte et le fœtus, on vise une pression artérielle systolique entre 90 et 90% de sa valeur de base.
Enfin, quand on parle des vasopresseurs en obstétrique, il est important d'avoir toujours en tête qu'il faut aussi toujours évaluer les impacts qu'ils peuvent avoir sur le fœtus, en plus de la femme enceinte. Alors aujourd'hui, en pratique, qu'est-ce qu'on fait pour cette hypotension due à la rachianesthésie durant les césariennes? Le remplissage, on en fait souvent un petit peu, mais c'est rarement suffisant et souvent un peu long aussi à réaliser. L'éphédrine, qui était la drogue vasopressive historique, est finalement plus tellement utilisée en obstétrique. Pourquoi? D'une part pour les tachycardies maternelles qu'elle entraînait, et d'autre part parce qu'on s'est rendu compte qu'elle diminuait un petit peu le pH fœtal. Ensuite, la phényléphrine, qui est encore extrêmement utilisée en obstétrique, mais qui a l'inconvénient d'être uniquement alpha-bloquant et donc d'entraîner souvent une baisse du débit cardiaque due à une bradycardie réflexe. Et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, on utilise dans les maternités la noradrénaline à petite dose pour la prévention et le traitement de l'hypotension en remplacement de la phényléphrine. Alors une première étude qui a été publiée en 2015 dans Anesthésiologie, étude Princeps, qui est une des premières à avoir finalement comparé la phényléphrine et la noradrénaline en termes d'efficacité, en s'intéressant comme critère de jugement principal au maintien du débit cardiaque de base des femmes. Et en fait, qu'est-ce que montre cette étude? Donc, cette étude, il y avait deux groupes. Un groupe qui recevait de la noradrénaline 5 gamma ml, un groupe de la phényléphrine 100 gamma ml. Et on retrouvait finalement un débit cardiaque qui était de façon significative mieux maintenu dans le groupe qui recevait de la noradrénaline, une pression artérielle systémique qu'on arrivait finalement à maintenir de façon aussi bonne qu'on utilise la noradrénaline ou la phényléphrine, et enfin une moindre diminution de la fréquence cardiaque maternelle avec la noradrénaline, donc un petit peu moins de bradycardie qu'avec la phényléphrine, probablement par son effet bêta-agoniste. Alors, une fois qu'on a commencé à étudier l'efficacité de la noradrénaline, on a dû s'intéresser aussi à sa sécurité, notamment sur les répercussions fœtales derrière. Et c'est pour ça qu'une étude publiée dans le BJA en 2020, donc très récente, s'est intéressée à comparer la phényléphrine toujours avec la noradrénaline en termes d'efficacité, mais surtout en termes de pH, de pH fœtal, de pH ombilical artériel. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dans un groupe, ils recevaient de la noradrénaline à raison de 6 gamma, de concentration 6 gamma ml, dans l'autre de la phényléphrine 100 gamma ml, et en fait, on n'avait aucune différence significative entre les deux groupes. Donc le pH artériel ombilical était à peu de choses près identique entre les deux. Et donc sur ce critère en tout cas, on pouvait conclure qu'il n'y avait pas plus de danger pour le fœtus en utilisant de la noradrénaline plutôt que de la phényléphrine comme on en avait l'habitude. Alors une fois qu'on a vu l'efficacité et la sécurité de la noradrénaline, finalement on peut se demander quelle dose peut être optimale dans cette indication de noradrénaline en IVSE. Donc une première étude publiée dans Anesthésiologie en 2019, c'est une étude contrôlée randomisée en double aveugle qui a finalement réparti les patients en trois groupes. Un groupe recevant 0,025 gamma kilo minute, un groupe recevant 0,05 gamma kilo minute et le troisième 0,075 gamma kilo minute de noradrénaline après avoir tous reçu un bolus de 5 gamma IVD au début de l'intervention. Et qu'est-ce qu'on remarque avec cette étude? Eh bien, d'une part que les groupes recevant 0,05 et 0,075 gamma km de noradrénaline faisaient moins d'épisodes d'hypotension pendant la césarienne après la rachianesthésie que le groupe qui n'avait reçu que 0,025 gamma km en IVSE. Deuxième chose qu'on remarque qui est importante, c'est au niveau de la pression artérielle systolique qui était de façon significative, plus importante, plus la posologie de noradrénaline était importante. Enfin, au niveau de la fréquence cardiaque, les groupes recevant 0,05 et 0,075 gamma kilo minute de noradrénaline présentaient plus de bradycardie, mais aucune bradycardie sévère qui aurait nécessité de l'atropine, donc finalement aucun retentissement important qui aurait pu être notable sur le fœtus. Alors finalement, donc cette étude concluait plutôt à recommander une dose de noradrénaline de 0,05 gamma kilo minute en IVSE dans la prévention de l'hypotension post-rachianesthésie en césarienne. Et une deuxième étude, un tout petit peu plus récente, donc là qui vient de sortir dans le BJA en 2020, à nouveau s'intéresse à cette posologie optimale de noradrénaline en IVSE. Et cette fois-ci, en fait, sépare ces patients en 4 groupes de 0,025 gamma kilo minute IVSE à 0,075
à 0,1 gamma kilo minute IVSE de noradrénaline et cherche à déterminer le D90, c'est-à-dire la posologie pour laquelle 90% des femmes ne présenteraient pas d'hypotension durant toute l'intervention, c'est-à-dire pas de diminution de plus de 20% de la fréquence de la pression artérielle par rapport à la pression de base. Et en fait, ils ont fixé après modélisation, cette ED90 à 0,08 gamma kilo minute IVSE. Donc c'est une posologie qui est quand même un petit peu plus importante que ce qui avait été recommandé par les auteurs de la précédente étude publiée un an auparavant. Alors enfin, ça c'était pour les doses en IVSE, mais dans certaines pratiques, en fait, ils utilisent aussi une dose en IVD, des bolus intermittents de noradrénaline. Et donc c'était intéressant aussi de savoir quelle dose de bolus finalement j'administre à chaque fois que j'en administre un durant la césarienne. Et pour cela, une étude publiée dans Anesthesia and Analgesia en 2017 a fait une étude ascendante-descendante en commençant à des bolus de 3 gamma de noradrénaline et en montant si besoin si les patients ne répondaient pas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le bolus qui a été le plus administré, c'était de 6 gamma en IVD. Cela a entraîné les auteurs à recommander, lorsqu'on ne veut pas faire d'IVSE mais plutôt des bolus, d'utiliser une posologie de 6 gamma par bolus de noradrénaline lors des césariennes pour prévenir les hypotensions dues à l'arachie-anesthésie.